en ce nouveau lundi soir. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre Monsieur Sapiens qui est arrivé un tout petit poil à la bourre dans le live, donc je fais ça tout de suite. Comme ça, vous allez retrouver notre trio du soir. Pas de Strasbourgeois ce soir. On n'a pas pu avoir Julien que vous remettez sûrement, c'est notre habitué côté Strasbourgeois. Voilà, Sapiens est avec nous. Comment ça va, Sapiens? Eh ben très bien, ravi d'être de la partie, même si bon, apparemment c'était pas prévu. Non, non, mais en plus c'est moi qui suis arrivé un peu en retard, j'avoue, donc je suis totalement responsable. Heureux d'être là, bonsoir à tous. Plaisir de te recevoir. En tout cas, n'hésitez pas à vous installer confortablement dans le chat. On est là, comme d'habitude, une heure et quart pour débriefer du très bon point pris contre Strasbourg samedi. Et pour compléter le trio, vous le connaissez, c'est un revenant encore. Guillaume, comment ça va? Très bien, Elliot, merci pour l'invitation. Très content d'être parmi vous ce soir pour débriefer de ce très bon point. Et oui, on va revenir sur le contenu, évidemment, mais sur le plan comptable, c'est une bonne chose, ce point-là. On va y revenir, évidemment. Rentrons dans le vif du sujet. Sapiens, si tu veux bien nous parler un petit peu de la compo. La semaine dernière, je me rappelle, avec Mathis et Liconé, on parlait possiblement d'un retour à 3 au milieu pour densifier. On savait qu'au milieu, Strasbourg, c'était très très fort, sûrement au-dessus de nous en termes de qualité. Finalement, Christophe Pellissier choisit la continuité avec un 11 complètement identique à celui de la semaine dernière. Euh, voilà. Oui, tout à fait. Bah, alors après, étonné et pas étonné, parce qu'on est habitué à ce que Christophe Pellissier, généralement, quand ça fonctionne pas trop mal, reprenne à peu près la même équipe, même si en face, Strasbourg, c'était pas non plus l'équipe, on va pas dire l'équipe bis, mais bon voilà, je pense qu'il avait aussi peut-être des infos en ce sens. Et d'ailleurs, on a vu que quand il y a eu les changements, il y a eu changement de système aussi. Mais donc pour ce qui est du départ, enfin la défense est revenue où on est, on va dire en 4-2-3-1 globalement. Et en défense, cette défense à 4 commence à prendre ses marques. Enfin, défense à 4, souvent à 6 aussi, on peut le dire. Hein, ça permet d'avoir quand même une solidité défensive également. Et pour le coup, enfin, pour ma part, en tout cas, pas grosse surprise compte tenu de l'équipe en face et de ce qui s'était passé auparavant. Et voilà, une équipe qui commence à prendre ses marques, je pense aussi. Et on voit des automatismes qui se mettent en place au fur et à mesure. Et disons des erreurs défensives qu'on avait vues au match précédent qui ont l'air de moins se reproduire, parce que je pense qu'il y a eu un discours en ce sens aussi. Et voilà, donc pour ce qui est de la composition, pour ma part, pas de surprise. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y avait eu des erreurs quand même. On peut pas le nier face à Rennes, même la semaine dernière face à Lorient, on arrive à ramener un bon point du Moustoir, mais il y avait eu des erreurs défensives. C'est d'ailleurs ce qui nous avait coûté en quelque sorte la non-victoire, j'ai envie de dire. Guillaume, schéma encore différent là sur ces derniers matchs, comme Sapiens l'a dit, une sorte de 4-2-3-1, on va dire, avec quand même deux ailiers à vocation relativement défensive, ou en tout cas qui font le travail, beaucoup, beaucoup de travail sur les ailes. C'est ça, Opegaard a été encore titulaire là sur ce match. La petite doublette avec Mensa, on y reviendra sûrement, mais a plutôt bien fonctionné. Comme tu le dis, forcément ça reste défensif. À la base, c'est un piston arrière gauche. Il a cette capacité d'accélération qui est assez intéressante sur le côté. Défensivement, on a vu parfois quand Gideon Mensah se faisait un petit peu déborder, il était là en couverture et il arrivait facilement à couper l'ailier strasbourgeois, ce qui était hyper intéressant. De l'autre côté, Casimir, on a vu beaucoup Christophe Pellissier essayer de discuter avec lui pour son placement. Il ne savait pas trop où se situer, plutôt dans l'axe ou plutôt, comme dit Sapiens, aller faire le sixième homme sur le côté et finir piston droit. Et ça fonctionnait plutôt pas mal. Ces deux joueurs sont des joueurs rapides. Opegaard et Casimir sont rapides et sont capables d'accumuler les efforts, ce qui est quand même relativement intéressant. Voilà, il y a une contrepartie forcément, c'est que c'est pas des joueurs, bon, Casimir un petit peu, mais Opegaard n'est pas un joueur offensif. Et on voit que, bon, arrivé dans la surface, il manque d'automatisme. Et même s'il a une bonne patte gauche, généralement, il prend voilà, les petits dixièmes de seconde pour bien situer, pour bien tirer. Et ça, forcément, voilà, on empathie sur ce point-là. Mais j'ai trouvé ça plutôt cohérent sur ce match une nouvelle fois. Ouais, ouais, franchement, Hopgard, c'est celui que j'ai décidé de mettre en valeur voilà, sur la droite de l'écran. Honnêtement, je pense que c'est son meilleur match sous maillot auxerrois. Et c'est vrai, Guillaume, tu le dis. C'est vrai que c'est un joueur, je le disais la semaine dernière, avec un rôle un peu, enfin, avec des compétences, je trouve, des qualités assez hybrides.
Parce que finalement, on sait que quand il est latéral gauche dans une défense à 4, c'est un peu compliqué pour lui de gérer les 1 contre 1 défensifs, etc. Vraiment ailier pur sans... Enfin oui, vraiment joueur offensif pur dans un 4-3-3 par exemple. Bah, il a aussi ce truc un peu frileux. Effectivement, Guillaume, tu dis parfois du mal un peu à se replacer, à trouver son positionnement dans l'environnement, dans l'espace. Là, ce rôle hybride, ça lui convient vraiment bien parce qu'en même temps, on lui demande pas d'être extrêmement présent sur son aile pour déborder, etc. Mais il a quand même la possibilité de le faire parce qu'il a quelqu'un derrière lui, Mensa, qui va venir le suppléer, qui va venir l'aider. Et les deux, je trouve que ça a fait un bon duo. On y reviendra après, mais honnêtement. Ça a été plutôt intéressant. Sapiens, cette équipe donc de la continuité, on l'a dit par rapport bah, en fait c'est Lorient plus la deuxième mi-temps face à Rennes, où là on a les mêmes joueurs, les 11 mêmes qui enchaînent. Est-ce que malgré tout il n'y a pas quand même une faute de mieux quelque part avec les blessés, les blessés devant? Bah, dans tous les cas, honnêtement, oui, je vois pas trop ce qu'on aurait pu faire de plus, à part effectivement ce dont, enfin, tu as parlé au départ, c'est-à-dire avoir, éventuellement un milieu à 3 pour, solidifier. Mais honnêtement, de ce qu'on a vu sur la première mi-temps, je pense que c'était, le système qu'il fallait choisir. Et je suis d'accord, avec, ce que tu disais juste avant, Guillaume, que le côté Ødegaard-Mensah, ça fonctionnait super bien. Et je trouve qu'avec ce système, quand même, ils arrivent beaucoup à compenser et justement, ces automatismes-là permettent, enfin, sont justement des automatismes avec ce système et il y avait pas les automatismes comme ça avant. Maintenant, il y en a un qui part, qui est le défenseur, qui va sur l'attaque, tout de suite ça compense derrière. Enfin, on voit même parfois Sinayuke faire des retours défensifs parce qu'il y en a un autre qui se protège, enfin qui se projette. Du coup, j'ai trouvé ça très très intéressant et je trouve que justement, on est presque sur du football total, quoi, où on sent que n'importe qui apprend à déborder et que ça, on le voyait pas avant. Là, je trouve que d'un point de vue, sans parler de système, mais d'un point de vue mentalité, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé et aussi bien sur les joueurs, mais même sur l'entraîneur. J'irais même jusqu'à Christophe Pélissier parce que je crois que j'ai jamais vu aussi, énervé, impliqué dans un match où je le voyais hurler, sur les joueurs, même quand, bah, justement il y a le fameux, penalty qui est sifflé. Ouais. Mais honnêtement, je pense que j'ai jamais vu autant hurler et impliqué et je trouve que ça s'est ressenti sur le terrain aussi dans la rage, des joueurs. Enfin, on va parler après de l'individuel, mais Elisha Owusu, par exemple, j'ai jamais vu autant, avec autant d'énergie, de détermination. J'avais l'impression que quand il était sur un joueur, il allait le courser jusqu'au vestiaire tellement il était sur lui et qu'il disait je te lâcherai pas, quoi. Et je trouve que cette intensité, cette énergie, sans parler du système, hein, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 3-4 matchs. C'est quelque chose pour moi qui est nouveau et j'espère qu'on va le tenir jusqu'au bout parce que c'est ce qui peut nous permettre d'espérer justement ce maintien. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là, on a vraiment senti, même à l'image du stade, etc. Alors, ça a été le cas globalement cette saison, mais je sais pas, sur ce match-là, tu sentais presque, et d'ailleurs, on va peut-être un peu plus loin, mais à la fin du match, ça a presque été célébré comme une victoire. Ce point à réussir à tenir face à quand même, cette grosse écurie qui est Strasbourg, c'est un match dont on parle depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, avec Ikoné et Matisse, on avait dit que un point, ce serait déjà presque un exploit face à une Mhm. équipe européenne quand même qui a des capacités, je veux dire, en plus depuis que Gary O'Neill est arrivé, ça se joue presque encore mieux. J'ai envie de dire, il y a des circuits de passe, c'est rodé. Est-ce que Guillaume a un des facteurs explicatifs? Ça pourrait être, bah, mine de rien, la bonne série sur les derniers matchs. Alors, il y a eu la première mi-temps contre Rennes qui a été une catastrophe. Vraiment, on a été complètement débordé. Mine de rien, sinon, c'est sur les 6 derniers matchs, une défaite, 4 nuls, une victoire, si je me trompe pas. Il me semble que c'est à peu près ça le Mm. bilan. Le bilan. C'est quand même plutôt positif. Et même si on avance point par point, j'ai envie de dire, bah, on avance quand même. Ouais, non, c'est intéressant. Le coach et certains joueurs l'ont dit, il y a aussi un sentiment de revanche par rapport à cette bévue contre Rennes qui était à domicile. Et je pense que les joueurs avaient à cœur de montrer un autre visage et une autre mentalité. Et je pense que de toute façon, on l'a vu dès le coup d'envoi. Le coup d'envoi m'a fait peur. Le coup d'envoi de Sinayoko Kivindano qui envoie la balle. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, mais qu'il l'envoie en 6 mètres. Forcément, bah, c'est des indicateurs qui montrent que bah, les consignes étaient un pressing et ils ont pressé, comme l'a dit Sapiens par rapport à Ouzou, mais tous les joueurs ont fait ce pressing tout le match et on a mis très très en difficulté cette bonne équipe de Strasbourg. Alors certes, il manquait pas mal de joueurs, il faut être honnête. Euh,
il y avait quand même Morera qui était blessé, Mega blessé, Doué malade. Après, il y avait les choix Panicelli et Barco qui étaient sur le banc pour souffler. Donc forcément, le jeu était peut-être un peu moins léché qu'habituellement pour Strasbourg, mais ça reste quand même des joueurs très très propres techniquement. Dans la conduite de balle, dans le circuit de passe, c'est très très propre. Et ce pressing intense, et de toute façon, on le voyait dès le début du match parce que Danois était très très haut, était juste en dessous des deux attaquants. Ouzou allait chercher très très haut aussi. Alors c'est dangereux parce que forcément, si le ballon passe, il y a un trou entre la défense et l'attaque. Mais même on voyait Diomandé et Oko aller chercher Ouais. très très haut même il passait le rond central pour aller presser les joueurs. Et ça, forcément, c'est des consignes du coach. Et je pense que, comme disait Sapiens, cette envie qu'avait, en tout cas, c'était visible, c'était visuel, cette envie qu'avait Christophe Pélissier, ça montrait que les consignes étaient, voilà, on va les presser, on va leur faire peur, on va leur faire mal. Et ça a très, très bien fonctionné sur ce match. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce qui m'a un peu sauté aux yeux dès le début du match. Kevin Danois, sur les 30 premières minutes, sans ballon, il est clairement presque au même niveau que Namaso Sinayoko. Alors, on l'avait vu déjà très haut, je me rappelle, c'était contre Metz, mais à cette Mais époque-là, c'était un 4-3-3 et il y avait qu'une seule pointe avec Mara. Là, la différence, c'est qu'il y a deux offensifs. Alors, je dirais pas deux attaquants de pointe parce que ça varie beaucoup, ça tourne beaucoup en fonction de l'animation, mais il y a quand même quatre joueurs à vocation offensive, plus Kevin Danois qui, dans l'axe, va venir presser très haut, ce qui crée en fait vraiment une supériorité numérique parce que 2-6 à Strasbourg et après Namaso Sinayoko qui courait énormément, surtout Sinayoko, mais on le dit à chaque match hein, que enfin, je veux dire Ouais. la capacité qu'il a à répéter les efforts, etc. Je voyais aujourd'hui Adrien Thomasson dont les qualités physiques avaient été louées par l'équipe, lui qui court environ 14 km par match, ce qui est énorme hein, pour un footballeur, mais Sinayoko, j'aimerais vraiment avoir la data de course à haute intensité, de kilomètres parcourus, etc. Parce que c'est vraiment impressionnant. Guillaume, tu le disais d'ailleurs en préambule de l'émission. Puis on le voit pas fatigué en plus, c'est ça qui Ah oui, est non mais c'est incroyable. complètement fou. Après, Sinayoko, ce qui me fait trop rire, c'est que de toute façon, t'as l'impression qu'il a jamais trop d'émotions. Il s'énerve, il est quand même tranquille, il est pas, il court beaucoup. D'ailleurs, franchement, sur ce match, il aurait pu s'énerver, hein. Il a pris des sacrés coups, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Franchement, vrai, c'est vrai. C'est vrai, et puis il voilà. a quand même. On le voit râler un peu sur le penalty, par exemple. Il y a un moment, il y a le groupe équipe se réunit, ils discutent ensemble. Tu le vois à la télé, il commence à s'énerver, etc. Mais toujours, Sinayoko, c'est toujours très, très tempéré. Même quand il est en interview à la mi-temps ou en après-match, c'est toujours nuancé, c'est toujours, il parle très calmement, etc. Donc, après, ils sont suivis, il y a un travail, et s'ils se loupent là-dessus, c'est comme ça que tu tout es à fait, mauvais, donc c'est très très bien. Mais tout à oui, fait. c'est clair que c'est impressionnant. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, on l'avait vu, c'était quel match où il prend, eh ben c'est le match à Lorient où il prend jaune parce que dans la surface il pousse Bamo Meïté sur un coup franc, mais avec Bamo Meïté ça avait chauffé pendant tout le match contre Match. Lorient, je m'en rappelle, et il finit par craquer un petit peu, mais ça reste gentil, on va dire. Ouais, D'ailleurs parce ça que lui, là, franchement, enfin, pareil, il était tenu, mais tout le temps, ouais, ouais, ouais. c'était horrible. Enfin, c'était de mon côté en plus, je le voyais, je me disais, mais comment il fait pour tenir? Il arrêtait pas de l'enlever parce qu'il lui tenait le maillot en permanence, mais tu dis, putain, faut pas craquer, quoi, parce que psychologiquement, là, à un moment, tu pètes un câble, tu le pousses et tu te reprends un jaune. Pour notre côté, on avait peur qu'il se blesse tellement il est à fond tout le temps. Au prochain match, il va pouvoir se reposer, quoi. Mais Carrément. En soi, son jaune contre Lorient, c'est peut-être pas. Alors oui, ça va nous être préjudiciable parce que devant, bah, sûrement que Mara va prendre la place assez numériquement dans le système. Mais mine de rien, de toute façon, la suspension lui pendait au nez. J'ai envie de dire contre Marseille au Vélodrome, dans tous les cas, encore une fois, il va falloir un exploit pour ramener ne serait-ce qu'un point. Donc qu'il soit suspendu sur ce match-là et qu'on l'ait pour les matchs suivants qui vont pour le coup être très importants. Je trouve pas ça scandaleux. Il devait déjà être suspendu contre Lorient, si je me trompe pas. c'est ça, ouais. Son carton jaune avait été retiré, etc. Donc voilà. Honnêtement, c'est pas Et trop puis, tellement. j'ai envie de dire que ça peut être intéressant aussi parce que finalement, bah, là, ceux qui ne jouent pas ont leur carte à jouer. On l'a attendu Hmm. depuis longtemps, mais Mara, pourquoi pas enfin, hein. J'ai envie de dire, on a attendu, enfin pendant, des semaines et des semaines, on a critiqué Casimir qui, pour le coup, a marqué et ne fait pas non plus un mauvais match. On Hmm. peut pas dire que ce soit un mauvais match qu'il ait fait, Hmm. ce qui est plutôt bien, hein, parce que de toute manière, on n'a pas le choix.
C'est Casimir ou Casimir. Hein. Ouais. Lasso Koulibaly, c'est pas pour maintenant. Hein. Je pense qu'il a encore au moins 4 ou 5 semaines. Ouais. Parce que je crois que il avait annoncé 6 semaines, il y a eu une semaine ou deux, je crois, Pellissier. Donc voilà. Il y a Fèvre, Mais du par coup, contre, qui pourrait potentiellement. Fèvre, c'est bon. Je peux vous le confirmer d'ailleurs parce que je suis allé un petit peu à la fin de l'entraînement ce soir. Donc il y avait déjà des tirs de fait, des centres et tirs avec Mara et Fèvre. Donc pour moi, Fèvre, sauf, je touche du bois, mais sauf si il y avait un problème à l'entraînement, en tout cas, il est bien là et il s'entraîne avec Mara pour être performant et mettre 3 buts à Marseille. D'ailleurs, Choubac l'a mis dans le chat. Bah, on reviendra après évidemment sur le match contre Marseille, mais c'est vrai que Mara va avoir son rôle sa carte à jouer parce que mine de rien, les transitions à Marseille, on sait que c'est une problématique. Et s'il arrive à être précis pour aller chercher rapidement les transitions, là on l'a vu contre ce week-end, contre Strasbourg, ça nous a été bénéfique sur plusieurs situations. Et je trouve d'ailleurs, Guillaume, on peut en parler tout de suite, hein, c'est quelque chose de plus structurel, on va dire, c'est pas spécifique au match de Strasbourg, mais ça fait quand même quelques matchs qu'on arrive à jouer de mieux en mieux ces transitions. On le savait, ça avait été notre grande force la saison dernière. C'était plus compliqué parce que techniquement, on n'avait pas forcément les joueurs capables de le faire. Et là, je trouve que, bah, à l'image d'Opgard, par exemple, qui arrive à se projeter rapidement, j'ai l'image en tête de Namasso qui le lance sur le côté gauche, Opgard qui arrive à trouver un centre relativement bon dans une zone dangereuse. Voilà, à l'image de ces actions-là, on arrive à exploiter les transitions quand même. Ouais, il avait très bien fait contre Lorient, où là où justement on marque ce but, où Namasso après décale Casimir. Il fait un débordement et il laisse sur place quand même 2 joueurs. Il a fait la même chose là contre Strasbourg. Ouais. En face, c'est quand même pas des perdreaux de l'année, ça court en face. Hein, et Opegard faisait quand même des différences. Casimir de l'autre côté est très très rapide aussi. Et oui, effectivement, c'était vraiment notre force la saison dernière. Et en ce début de saison, malheureusement, comme Sinayoko le fait toujours d'ailleurs, il le fait très bien, mais vient chercher assez facilement les ballons au central, dos au but, en jouant un peu attaquant pivot. Namasso qui vient un peu latéralement récupérer une passe de Sinayoko. On n'a toujours pas ces joueurs devant. Et du coup, avec les débordements d'Opegard et Casimir, ça offre des possibilités qu'on n'avait pas il y a quelques matchs, où forcément on était axé Sinayoko, Namasso et débrouillez-vous. Là, Opegard propose, Casimir propose, on a des doublements de Mensah et parfois même de Senaya qui a fait quelques centres, sans parler de la très bonne rentrée de Si en fin de match, qui apporte aussi encore une option supplémentaire. J'ai l'impression, et comme l'a dit Sapiens en début d'émission, on commence à prendre des repères. Et ce qu'on n'avait pas, comme tu l'as très bien dit, il y a quelques matchs, là, ça devient un peu naturel. Et la confiance aidant, on a de plus en plus d'actions offensives et ce n'est pas pour nous déplaire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors le petit hic, évidemment, c'est que les repères et l'efficacité se trouvent mi-mars, j'ai envie de dire, mais à 10 journées de la fin. Mais mine de rien, on a enfin ce jeu à exploiter sur les côtés. Ça me rappelle Ibrahim Osman, que je trouve en tout cas qu'on a un peu au début de saison voulu en faire un Perrin ou un Traoré alors qu'il n'avait pas du tout ces qualités-là. Évidemment, je remets pas en question le temps de jeu qu'il a eu, qu'il n'a pas su mettre à profit, etc. Mais mine de rien, là, on sent enfin des joueurs de côté qui sont mis dans leur confort, avec vraiment à l'intérieur Sinayoko, Namasso, même je le rajouterai Danois en leader technique, qui vont vraiment aller chercher les côtés, étirer le bloc au maximum, à l'image du but de Casimir contre Lorient. Ça vient de la gauche, on passe dans l'axe, un relais à droite et ça finit dedans. Et ça, c'est des actions relativement classiques, mais finalement, il faut quand même des joueurs de côté, des joueurs qui arrivent à se projeter. Et je trouve que Hopgard l'a encore très très bien fait là contre Strasbourg avec des centres assez précis. On y reviendra sur le côté individuel. Il y a quand même quelque chose, Sapiens, moi, que je voudrais souligner. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est quand même cette capacité qu'a cette équipe à presser et surtout à bien presser, à faire les efforts de manière cohérente. De manière cohérente, à unifier le pressing. On sait à quel point c'est difficile parfois quand un ou deux joueurs vont faire le pressing. Sinayoko le faisait pas mal en début de saison de lancer le pressing. Il finissait par regarder derrière lui et se rendre compte qu'il n'était pas forcément suivi. Là, je trouve qu'il y a vraiment une unité de pressing et Guillaume le disait. Là, c'était une consigne assurément du staff. Et pourtant, Strasbourg, c'est quand même très propre techniquement dans les ressorties de balles, etc. Mais c'est assez impressionnant à quel point tout le monde allait chercher haut. Il y avait dépassement de fonction. Finalement, ça commençait danois, presque qui montait d'un cran. Owusu montait. Et puis, finalement, les centraux ne voulaient pas laisser contrôler les joueurs, que ce soit Enciso, que ce soit Datrofana. Ils ne voulaient pas les laisser contrôler, se retourner, se mettre dans le sens du jeu.
Oui, bah, je pense que justement tout ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord et la question, du tout début, du débrief, c'était, collectivement comment on était. Je trouve que justement on était un collectif et que justement le pressing était à l'unisson. Alors qu'à l'opposé, en face, Strasbourg, je trouve qu'il y avait des individualités et que par contre, il n'y avait pas justement cette force collective qui montait. Tu voyais que ça allait vite, mais qu'il n'y avait pas forcément un suivi collectif, que des fois l'équipe était presque coupée en 2 et suivait pas forcément tout le mouvement. Et pour le coup, on a été meilleur que sur le collectif et sur l'envie, de jouer. Donc ça, c'était pour répondre à ton premier point et juste pour revenir sur le propos de tout à l'heure, je trouve que ce qui a changé aussi, c'est quand même qu'on frappe et on cadre. Ouais. Parce que même si, bah, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, Casimir il frappe, il cadre, même si ça peut ne pas aller au bout, mais ça le gardien pour lâcher la balle, Mmh. ça peut faire but. Le centre de Sinayoko, Namasso cadre, même si bon, il peut Ouais. frapper encore plus fort et cetera. En fin de match, pareil, Namasso qui est dans un tout petit angle fermé, le gardien peut se louper, il fait un arrêt un peu, de hockeyeur quoi, il l'a, mais ça peut aussi rentrer. Et ça, tout ça, je pense que c'est beaucoup de choses positives. Donc c'est pour ça que des fois, on a dit plein de fois, défaite encourageante ou nul encourageant. Mais je trouve que là, même techniquement et dans le jeu et dans l'esprit, enfin, il y a quand même plein de choses qui sont, enfin, qui ont changé. Et j'espère que justement, on va pas re-switcher comme contre Rennes où il y a eu un flop total. Mais là, honnêtement, je trouve qu'il y a une rage, un état d'esprit et des automatismes qu'on n'avait pas avant. Et ça, ce qui est mis en place, enfin, j'ai vraiment l'impression que je sais pas si c'est aussi le mercato, qui était un peu raté, qui a fait que ça a mis en même temps la tête à l'envers des coachs et des joueurs. Mais là, j'ai le sentiment que tout le monde est revenu à l'unisson, que ça fait, bloc, qu'il y a une unité entre les joueurs et le staff et que ça roule bien comme ça aurait pu rouler, depuis un moment et j'espère que c'est pas trop tard et que, justement on va pouvoir continuer à mettre toutes ces choses en place et que c'est que le début parce que mine de rien, bah, c'est vrai que Nantes ou Metz, ça va vraiment pas fort et que Nice, ça a pas l'air d'aller beaucoup mieux. Donc, on va dire que l'espoir, pour l'instant est plutôt de notre côté, même si, ça reste une mission très, très difficile. Pas impossible, mais très, très difficile. C'est ça qui est assez bluffant, c'est que tu parles d'espoir, ça parce que finalement, tu as l'impression que, à part sur quelques matchs, mais assez isolés, tu as l'impression que cette équipe n'a jamais vraiment perdu espoir. Et c'est Mmh. l'équipe, c'est le staff, enfin, je veux dire, c'est tout le club et son environnement. Tu as l'impression qu'il n'y a vraiment jamais eu de perte d'espoir, malgré, bah, on a végété aussi à la 17e place, on n'est jamais resté très loin de la 16e, mais je veux dire, on a aussi connu vraiment le bas du tableau, Metz qui revient à égalité, etc. Donc, ça a été aussi très très compliqué. Là, mine de rien, tu prends 2 points sur Nantes, 6 sur Metz, si je me trompe pas. Ouais, c'est Je crois ça, que ça ouais. fait plus 6 face à Metz. Donc, tu vois quand même que la série sur les derniers matchs est positive, aussi bien pour la confiance. Là, le titre de l'émission sur YouTube, ce sera un point qui vaut cher. C'est aussi bien au niveau comptable, parce que mine de rien, tu reprends un point sur Nantes, mais je trouve surtout au Niveau niveau mental. attitude, Mmh. mental. Moi, je trouve la célébration des joueurs et du staff après le match est un marqueur extrêmement positif. C'est-à-dire que là, c'était samedi, les joueurs ont eu l'impression de remplir le contrat, le staff a eu l'impression d'avoir fait le boulot. Et on peut rien leur reprocher, 0-0 contre Strasbourg à la maison, c'est aussi un résultat qu'on n'a pas réussi à tenir, mine de rien, contre Paris, contre Lyon, Mmh. contre Lens. Enfin, je vais pas faire toute la liste des matchs qu'on a perdus contre Mais Marseille, c'était etc. exactement le discours justement de Donovan Léon à la fin, du match où justement lui, je sais pas, il disait: «Ouais, faut vous calmer» et cetera, il essayait d'apaiser le truc parce que je pense qu'il avait aussi en tête le fait de s'être pris des buts à la 90e, 94e minute, quoi et c'est sûr que, bah, justement, on parle, de l'apprentissage, du fait que l'équipe a enfin appris, mais est-ce que c'est pas trop tard? Mais ce qui est certain, c'est que là, on peut dire que l'équipe a évolué, que tous les joueurs ont gagné en maturité et tant mieux. Maintenant, comme je dis, hein, faut toucher du bois pour qu'on garde cette mentalité parce que c'est dur psychologiquement. Parce que chaque match, tu dois jouer un peu ta vie. Là, Strasbourg, bon, ils ont fait un match, tranquille. Ils repartent avec un point. Bon, voilà. Et franchement, tu les voyais en face ou quand tu vois, je parlais de Elisha quoi, qui lâchait rien, qui pour le coup a montré l'exemple. Il y a d'autres matchs où enfin, je sais pas si depuis sa blessure, je trouvais qu'il était un peu en dessous et là, ce match, franchement, il avait la rage, et c'est ce qu'il fallait, quoi. Enfin, tu es le capitaine, tu montres l'exemple. Il s'est imposé. Je sais pas s'il y a eu un travail, avec le coach ou quoi, mais enfin, j'ai vraiment senti une mentalité, une rage sur le terrain. Enfin, moi, je crois que j'ai jamais vu alors qu'il y a match nul, on est d'accord, hein, mais dans l'état d'esprit,
franchement, c'est là où j'ai vu les joueurs et le staff investis comme jamais. Et sauf que cette rage, faut la tenir sur les derniers matchs qui restent. Et il ne reste pas que 2, quoi. Donc, va falloir tenir le coup pour que. Enfin, heureusement pour nous d'ailleurs qu'il ne reste pas que 2. Mais du coup, voilà, va falloir tenir ce truc-là, cette mentalité. Et espérer justement que ce système continue et qu'il y ait des automatismes. Parce que mine de rien, ce système, pareil, en début de saison, on ne pensait pas qu'il allait revenir. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce C'est vrai, qu'on c'est vrai. s'était dit, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Ça fonctionnait bien avant, mais finalement, c'est trop léger. Et au final, là, contre une équipe comme Strasbourg, ça a tenu. Mm. Ouais, non, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a eu du mal à tenir les matchs sur le long terme, mais là, ça a tenu. On parlera ensuite de la partie individuelle. Moi, quand même, je voulais souligner, parce qu'il y a les stats là sur la droite de l'écran. Mine de rien, tu le disais, Sapiens, offensivement, on tente, et c'est enfin, je pense que c'est vraiment un marqueur important pour Pélissier. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'à chaque fois qu'il est interrogé, que ce soit en conférence de presse avant, après le match, que ce soit sur Ligue 1 Plus, en juste avant match là sur le banc sur le banc, etc. Il répète sans cesse qu'il demande à ses joueurs de tenter quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quand ils sont aux 20 mètres, dès qu'ils ont une situation, une ouverture, que ça peut, on l'a vu hier soir à l'image de Matondo qui frappe de 20 mètres contre Lyon, c'est relâché par le gardien, il y a un joueur qui est là qui la Tout à reprend, fait. et ben le PFC va prendre un point à Lyon. Je veux dire, c'est c'est vraiment un des fers de lance de Christophe Pélissier. Et Et ça se voit aux entraînements aussi. Hein. Ils font ouais, tirer presque tous les joueurs maintenant. Donc, je pense que justement, on les voit plus faire ça pendant les matchs. Mais c'est aussi parce qu'ils créent des automatismes à l'entraînement. Il y avait certainement un gros blocage. Et là, pour le coup, je pense que c'est plutôt débloqué. Et tant mieux pour nous, quoi, parce que ça a mis le temps. C'est difficile de trouver la clé. Mais c'est certain que là, pour le coup, on peut appeler ça blocage psychologique. Hein. Il n'y avait mm, pas autre chose. Hein. ouais, ouais, carrément. Carrément. Et pour avoir joué au foot à mon humble niveau, je sais très bien que quand un entraîneur encourage ses joueurs à prendre des initiatives, c'est révélateur. Évidemment que le joueur, s'il n'y a pas de critique ou de remarque après quelque chose, après avoir tenté une frappe, même aller à 20, 25 mètres, etc., évidemment que ça encourage à prendre, à prendre ses aises offensivement. Euh, C'est aussi pour ça, même si je sais que après l'émission, il y avait une ou deux personnes qui avaient fait des remarques avant que Casimir marque un but, mais j'avais critiqué le fait qu'on le siffle quand il rentrait sur le terrain alors qu'il avait rien fait encore. Et bon, j'avais pas parié du tout, mais le match d'après, justement, il a marqué. Donc tant mieux pour lui. C'est peut-être parce qu'il était à l'extérieur, du coup il a pas été sifflé. Peut-être. Mais du coup, voilà, le fait, dans tous les cas, de siffler un joueur ou justement de lui dire bah, t'es nul, bah, c'est sûr que en renforcement positif et psychologiquement, ça marche pas. Hein. Ah bah non. Mais, mais du coup, c'est les exercices, la répétition et le fait justement de voir que ça peut fonctionner qui vont faire que tu t'améliores. Hmm. Bon, j'arrête sur la partie psychologique, je fais que de couper. C'est important. Sapiens coach mental. Après, Non, vas-y, il a payé son attitude du début de saison. Et actuellement, je le trouve beaucoup mieux. Mais son attitude sur le terrain. euh, et c'est peut-être pour ça qu'on voit souvent dans les images, dans les vestiaires, dans les couloirs, etc., on voit souvent Djibril Cissé aller lui faire un petit câlin, etc. Et en fait, alors attention, je ne compare pas leur niveau, mais sur le terrain, pour les plus anciens, Djibril avait ce côté-là, un peu où il pouvait râler forcément sur ses coéquipiers quand il n'y avait pas la bonne passe, quand il n'y avait pas le bon appel, etc. Djibril était très compliqué un petit peu et très impulsif sur le terrain. Casimir, il a ce côté-là. Mais le problème, c'est que Djibril, sur les efforts, il les faisait. Tandis que Casimir, sa nonchalance du début de saison était tellement visible par tout le stade que le côté un peu je râle sur mon partenaire alors que je ne montre pas l'exemple, Sapiens en parlait avec Ouzou, un capitaine doit montrer l'exemple, n'importe quel joueur sur le terrain doit montrer l'exemple à ce niveau-là, c'est obligatoire. Et Casimir, sur ses efforts, etc., ne montrait pas l'exemple. Et je le trouve un peu changé là, depuis quelques matchs. Alors, je ne sais pas si du coup l'aspect psychologique rentre en jeu, c'est certain. Je ne sais pas s'ils ont travaillé sur lui, s'ils l'ont rassuré, etc. Mais le chemin sera long pour qu'il soit un chouchou du public. Ça peut être très très long. Mais en tout cas, je trouve que les derniers matchs qu'il a fait, et surtout sur ce match-là,
Comme tu l'as dit, Elliot, en début d'émission, je l'ai trouvé plutôt bon. Il n'a pas rechigné aux efforts. Il sort en fin de match un peu déçu, etc. Un peu sifflé également. Mais de toute façon, voilà, une mauvaise attitude sur le terrain, tu le paieras forcément. Les supporters ne veulent pas avoir des comportements comme ça et tu le paieras forcément. Donc après, il faut être irréprochable. Il ne l'a pas été. Les stats, pour l'instant, ne sont pas là. Il a marqué là contre l'Orient, mais les stats sont quand même relativement faibles. Bon, j'ai vu que ça a chambré un peu côté Djibril Cissé sur X. Pour moi, c'était quand même un petit peu malvenu de chambrer déjà un peu les supporters parce qu'il avait marqué un but. Et je pense que c'est plutôt des choses. On connaît Djibril, on connaît je l'ai dit, son côté impulsif, mais voilà, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Je suis d'accord avec Sapiens, siffler un joueur qui n'a pas encore touché le ballon du match, psychologiquement et à tout niveau, c'est très compliqué pour le joueur. Parce qu'il suffit que tu loupes un peu ton contrôle, etc. Sur la première passe, tu la mets un petit peu en dedans, etc. Tu peux très très vite sortir du match et en plus aller siffler derrière. Ça reste très très compliqué. J'ai l'impression que c'est un joueur qui va marcher à la confiance et aux encouragements. Actuellement, il n'y en aura pas à côté public et je le comprends à 100% et je suis le premier à le critiquer. Mais sur ces dernières sorties, je trouve que voilà, il baisse la tête et il fait un peu plus d'efforts. C'est récompensé, il a du temps de jeu et je pense qu'il tire dans le bon sens dernièrement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a eu un switch. On parle mental depuis 10 minutes, mais je pense qu'il y a eu vraiment un switch mental dans l'implication, dans le don pour le collectif, etc. Les attitudes. Vraiment, je vous rejoins hein, là-dessus. Et ça se ressent tellement dans son jeu. La volonté de faire les efforts, techniquement quand même beaucoup plus propre. Euh, je trouve qu'il est mieux, ils se font mieux dans le collectif. Alors, est-ce que c'est respect des consignes, etc. Je n'ai pas exactement l'explication. Mais en tout cas, je trouve qu'il est bien mieux intégré. Je vois dans le chat aussi que ça parle sur l'extra sportif. On sait à quel point c'est important d'être intégré dans le groupe. Je voyais la semaine dernière, je crois qu'il se faisait couper les cheveux avec tous les autres joueurs. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais qui sur le terrain Et, peuvent vraiment faire la différence. et juste pour rajouter, effectivement, Djibril Cissé, pour le coup, n'est pas du tout un bon communicant, ça c'est certain, on le voit sur les réseaux. Par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'il il défend énormément les attaquants. Pour le coup, il fait partie du groupe. Il y a une fois, il y a eu une réflexion quand j'étais en entraînement où quelqu'un a dit, enfin, pas, a dit, pas t'es nul ou un truc comme ça, un joueur qui en gros a raté une frappe. Et lui a gueulé en disant qui a dit ça. En fait, il est là pour les défendre aussi. Il joue un peu ce rôle protecteur. Et je trouve ça bien aussi. Donc, c'est pas bien pour les supporters. Et enfin, je vois même pas pourquoi il répond. Ça n'a pas d'intérêt en fait d'un point de vue communication. Mais ce qui est certain, c'est que il les défend, il est auprès d'eux et il a un rôle aussi important pour le coup sur le plan mental en leur disant certainement j'ai déjà vécu ça, etc. Et il sait de quoi il parle. Et pour revenir sur le cas Josué, donc sans parler de son attitude sur le terrain, c'est vrai que son début de saison, tout le monde a eu en tête le moment où il a manqué ce penalty et donc ne l'a pas aimé dès le départ. Et donc je pense aussi que lui, il s'est mis un peu à bouder. Et donc, ça a fait qu'on l'a encore plus détesté. Et voilà, donc cette boucle a fait que. Voilà. Puis après, c'est un peu, on va dire, le public, souvent, si on a besoin d'une bête noire à pas trop aimer, donc tu as toujours un joueur qui est moins aimé que l'autre. Quand ça fonctionne bien, tu l'as moins. Et effectivement, comme tu l'as dit, il peut avoir tendance à avoir certainement peut-être un peu mauvais caractère. Ça s'est confirmé sur le terrain, donc ça a permis de lui taper dessus de façon logique, hein, comme tu peux le dire. Et juste pour terminer sur le cas de Josué Casimir, pour le coup, pour l'avoir vu à l'entraînement, pour lui demander un petit truc pour l'anniversaire d'un enfant, honnêtement, c'était celui qui était le plus gentil, dévoué, etc. Donc voilà, moi, mon expérience juste sur le plan humain, pas sur le plan du joueur, c'est quelqu'un de super gentil. Voilà, donc je le défendrai pas plus, mais j'ai déjà donné mon point de vue sur son cas. Et dans tous les cas, je trouve que sur les 2 derniers matchs, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. On parle de l'aspect mental offensivement. Est-ce que Guillaume, tu vois, sur ce match-là, mine de rien, 10 tirs, 5 cadrés, 10 tirs à OCR, c'est énorme hein, par rapport à ce qu'on a eu cette saison dans les standards de la saison. C'est quand même vraiment beaucoup. Pour 25% de possession, donc c'est quand même une exploitation 25, 28, enfin je sais pas exactement, mais très très faible taux de possession. Donc c'est-à-dire une utilisation ultra efficace finalement du ballon qui mène rapidement à un tir. Est-ce que tu vois des explications autres que mentales
à ce mieux offensif. On en marque deux à Lorient. Hier, samedi, pardon. On marque pas, mais voilà, on a eu les occasions pour marquer. Est-ce que toi, tu vois une explication autre que mentale quand même un petit peu? L'aspect mental est super important et surtout pour un offensif, surtout pour un buteur. Ouais. Le buteur, on l'a pas réellement. Le meilleur buteur, c'est Lassine. Lassine, on l'a connu ces dernières années plutôt sur un côté. Mm. Moi, je l'aime beaucoup sur un côté et je trouve qu'il fait plus de différence individuelle sur un côté. Mais son boulot dans l'axe, c'est assez impressionnant. On l'a dit en début d'émission également. Ses efforts du début à la fin, c'est impressionnant. Être dos à un adversaire, surtout un défenseur central, qui sont généralement très très costauds, il faut savoir tenir le ballon, savoir jouer avec son corps, il le fait aussi. Et souvent, voilà, il vient chercher le ballon assez bas, malheureusement, pour être lucide dans la surface après. Si on a fait un peu de foot et à n'importe quel niveau, on sait que les distances sont énormes. Et quand vous faites un effort de 40 mètres en sprint, la lucidité, même si c'est des joueurs de haut niveau, des professionnels, etc., la lucidité est moins bonne. Et on l'a vu un petit peu sur le débordement de Lassine et le centre très fort sur Namasso, où il n'a pas le temps, il a reprendre une touche. Voilà. Ce côté lucide, si tu viens chercher beaucoup les ballons, etc., tu vas moins l'avoir dans la surface. Un buteur qui reste dans la surface, il est lucide parce qu'il fait moins d'efforts. Et dans ces moments-là, voilà, il a cet écart de lucidité pour être plus à même de mieux occuper l'espace et de tirer comme il le faut. Après, voilà, moi, l'explication peut-être est mentale, c'est hyper important, mais aussi, on en a parlé tout à l'heure, pour moi, l'explication vient aussi des côtés. En début de saison, on n'avait que Laminsi qui était capable de faire des débordements et centrer. Il est plutôt très, très bon en centre. Et au Peugeard, j'étais un peu le premier à le critiquer. Je Ouais, le trouvais pas très, très bon en tant que carrière gauche, piston. Je le trouvais neutre. C'était bien, mais pas non plus extraordinaire. Il faisait juste le job et voilà, il baissait la tête. Et là même sur le premier débordement qu'il fait en début de match, il fait un beau débordement, etc. Il prend de vitesse l'adversaire et après il va célébrer un petit peu et remonter un petit peu le public là, au niveau des ultras. Et ça, c'est un marqueur aussi en début de match d'aller dire allez les gars, soutenez-nous, on en a besoin. Et je l'ai jamais vu faire ça. Je me trouve plutôt introverti sur le terrain. Et ça, c'est un bon marqueur aussi. Peut-être qu'il va monter en puissance. Il va prendre confiance aussi au fil des minutes et c'est hyper intéressant. Et pour moi, l'aspect, on a un peu plus d'action. J'ai noté 5-6 occasions assez franches sur ce match-là. Elle vient aussi des côtés. On avait que le côté droit qui fonctionnait. Et là, depuis qu'Opegarde joue, on a ce côté gauche aussi qui fonctionne. Et du coup, on a pu, Lassine et Namasso, je me souviens du match contre Lens, où on est équipe défense et on a Namasso et Sinayoko à deux devant, c'est débrouillez-vous. Là, non, voilà, ils sont au moins 4 avec les deux. Danois qui revient aussi un petit peu au milieu de terrain, même si je le trouve trop neutre, malheureusement. Mais il apporte quand même un soutien. Lisha apporte aussi un soutien. Mais pour moi, l'explication vient vraiment des côtés et des doublements de l'arrière droit qui déborde aussi. Ça fonctionne très très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, évidemment, l'aspect mental est hyper important et on sent des joueurs qui mentalement vont peut-être un peu mieux, même si individuellement, finalement, ça marque pas, hein. La Sine ne marque pas, Namasso n'arrive pas à marquer non plus, mais on sent que l'équipe va mieux Et et, il y a plus de tireurs, même et si ça voilà. marque pas. C'est ça, il y a plus de tireurs, Casimir prend sa chance. On a vu aussi Hopgard tenter une ou deux frappes. Enfin voilà, le danger, disons que le danger peut venir d'autres personnes que simplement Sinayoko Namasso qui sont un peu seuls et qui doivent composer à deux sur le front de l'attaque. Pour passer sur le côté, sur la partie individuelle, on parlera ensuite, après on pourra parler un petit peu des concurrents. C'est l'occasion d'être que trois et pouvoir parler un petit peu plus d'Auxerre et de ce qui gravite autour. Donc on pourra parler, je vois que il y a pas mal de discussions dans le chat, donc on pourra parler un petit peu des concurrents par la suite. Sur le plan individuel, il y a une question que je trouve hyper intéressante dans le chat, Sapiens, parce que Guillaume parlait justement de l'apport de Sinayoko devant, et je sais plus lequel de vous deux, mais il y en a un qui a parlé son importance dans les retours défensifs, le pressing, etc. au début d'émission. Et on a une question, c'est Sapiens, est-ce que tu penses que si Lassine Sinayoko faisait moins de retours défensifs, est-ce qu'il serait plus tranchant enfin, déjà, est-ce qu'il serait plus tranchant devant, plus de lucidité, mais est-ce que, la question c'est même presque plus ça, est-ce que selon toi ça déséquilibrerait un peu l'équipe? Est-ce qu'on est vraiment habitué à Sinayoko vient aider en première ligne de pressing, et s'il le faisait moins, ça nous serait vraiment préjudiciable?
Alors, honnêtement, déjà pour répondre à la question, évidemment que s'il fait moins de retours défensifs, il sera plus en forme et que Mm. il pourra être plus apte de marquer et justement, tu en parlais Guillaume, d'avoir plus de lucidité devant le but, ça c'est certain. Mais le nombre de fois où, justement, enfin de lui-même, mais je pense que c'est parce que c'est normal et c'est ce qu'ils apprennent à faire en match et j'ai envie de dire heureusement parce que ça évite, d'avoir, un contre. Quand, quelqu'un se projette, alors je sais j'ai une image en tête, mais je ne sais plus qui se projette, où je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est notre avant-centre qui revient» et c'était, je crois, un défenseur qui avance et je me dis: «Mais non, mais tu peux pas Lasso, là, il faut que tu ailles devant, c'est pas possible». Donc des fois, peut-être que justement, il devrait le faire un petit peu moins, mais je pense il a tellement, je pense, de responsabilités et il veut bien faire. Pour le coup, à chaque fois, il veut bien faire, il prend tout à sa charge, peut-être trop. Mais d'un autre côté, je sais pas s'il a le choix et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où il revient, où il fait un retour défensif, où c'est décisif, finalement, donc Ouais, ouais. on peut pas dire et mais c'est vrai que sur, l'animation, normalement, il devrait être complètement avant-centre, mais il y a plein de fois où il devient presque ailier parce que justement, là où il y a le bon centre pour Namasso, c'est lui qui va faire le débordement et qui va créer pour avoir ce centre. Et c'est très très rare, surtout sur ce match, où il a vraiment un rôle d'avant-centre et où il peut reprendre justement la balle Mm. de la tête ou en prise de volée ou ce que tu veux. Mais en tout cas, je ne sais même pas s'il y a une fois justement où il en reprend sur un centre Lasso. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de ça, mais il y a Dani qui la reprend, mais je ne Bah, crois pas que. c'est l'action en première mi-temps où pour moi, il y a penalty. Oui, ah bah Et ça, oui, on est d'accord. Oui, oui. là, il est bien placé, il est au bon endroit. Tout à fait. La Bah, il y a cette action, effectivement, tu as raison. ouais, Mais oui, c'est vrai c'est très, très bien. que pour le coup, bah, c'est certain que, il est avant-centre, mais il a tellement de responsabilités, il fait tellement tout. On l'a vu justement qu'il était, à l'origine de plus de 60 de nos occasions ou de nos buts, mais parce qu'il fait tout et Ouais, c'est c'est vrai. ça, enfin, c'est pour ça que les gens, qui disent, «Sissoko, il est nul, il marque pas». Et quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, mais c'est Alors, incroyable. Tu te dis: «Mais comment est-ce qu'il tient physiquement, ce qu'il crée?» Et c'est sûr que si, il pouvait être un tout petit peu délesté de ce poids, bah, c'est certain qu'il pourrait être plus performant et certainement davantage marqué, hein. J'ai en tête justement le match où il y avait, AJ Auxerre, PSG, où, justement il y avait Barcola qui avait plein d'occasions et je me disais: «Putain, mais attends, on critique Sinayoko, mais combien Barcola a eu d'occasions et il les met pas au Ouais. fond?» Mais si c'est Sinayoko qui fait ça, on dit: «Mais qu'est-ce qu'il est nul, c'est machin», et voilà et Bradley Barcola, il a pas la même valeur, financière que Sinayoko. Alors que si tu compares sur le terrain ce qu'ils font, bah, Barcola, il fait pas les efforts défensifs et tout ce que fait Sinayoko sur le terrain. mais il a plus de stats, il est tranchant au bon moment, et cetera. Mais Il est c'est pas dans la toujours même équipe non plus, hein. Tu mets peut-être Sinayoko à Paris, mais il va être plus lucide aussi. Tous oui, les efforts que tu feras pas défensifs, tu as plus de lucidité. Et puis mmh, Barcola joue beaucoup sur sa vitesse. Donc, si tu es fatigué, bah, tu es moins rapide aussi. Parce que tout à fait. bah, t'as moins de peps. Et Lassine, il faisait aussi en Ligue 2, hein, rappelez-vous, quand il jouait sur le côté. C'est un joueur qui est comme ça, en fait. Il joue pour l'équipe. C'est un joueur d'équipe et il fera toujours les Mmh. efforts, en fait. Ah C'est, non, mais pour le coup, pour moi, c'est le symbole, de la JA cette année. C'est lui qui, justement donne tout. Enfin, il y a pas un match où tu te dis, il a pas fait grand-chose, hein, sur ce match. C'est jamais, enfin, Ouais, il est incroyable physiquement, donc on peut lui faire des reproches, hein, de pas avoir, la finition et cetera. Mais quand tu vois ce qu'il donne comme énergie sur le terrain, enfin, moi voilà. ça ça me a pas de rappelle. Mais valeur, Moi de ça, quoi? je ça a pas disais. de valeur dans les stats, mais par contre, c'est pas une passe D, c'est pas un but, mais l'apport est tellement important pour l'équipe. Ouais, ouais. Ouais, j'allais dire justement, moi ça me rappelle le premier match de la saison dernière, là où on remonte contre Nice, où il joue presque un peu piston gauche, et tout le monde dit, mais ouah, mais c'est son poste, dans la débauche d'énergie, la répétition des efforts, etc. Et c'est vrai que sur un poste piston, on sait à quel point ça nécessite un coffre hein, énorme et la répétition des efforts, etc. Et là-dessus, c'est vrai qu'il est impressionnant. Et l'apport technique, j'ai envie de dire, qu'il arrive à avoir malgré la débauche d'énergie, c'est fort. Il lui manque effectivement ce côté stat. Honnêtement, avec l'apport qu'il a dans le jeu, là, si stat à Auxerre, c'est 15-20 millions, hein, Ah bah Siniako, oui, c'est clair, c'est sûr. froidement. Hein. Froidement. Et là j'ai en tête à un moment, il est dos au jeu, il se retourne, je sais plus sur quel joueur c'est qui est dans son dos,
il arrive à se retourner, à le contourner sur un, deux pas, à passer physiquement en puissance, etc. Enfin, je veux dire, il développe vraiment en plus avec les responsabilités qu'il a dans le jeu, il développe en plus une palette technique, honnêtement. Je pense qu'avec les responsabilités qu'il aura pris cette saison, il sera encore plus intéressant pour une Mm. équipe de le choper l'été prochain que l'été dernier, hein. Honnêtement, Complètement. je pense qu'il a encore développé une. Il a gagné en maturité, enfin, Exactement. techniquement. Ouais, Et puis là, sur ce match, franchement, Doucouré, il était sur son dos, mais c'était Ouais. Doucouré, c'est incroyable. Il était très fort. accroché à lui en permanence, quoi. Et malgré tout, il arrivait de temps en temps à se retourner, mais je me disais, mais comment Ouais. il fait? Ouais, non, je suis d'accord. Justement, Sapiens, tu parles de Doucouré. Guillaume, si tu veux nous parler un petit peu, je sais pas, des joueurs qui t'ont plu côté Strasbourg, puis après tu peux enchaîner sur Auxerre si tu veux, mais quand même un peu de. Mais il y a de la qualité quand même à Strasbourg. Bah, comme je l'ai dit, leur joueur majeur n'était pas là. Il y a un joueur qui est pour moi le métronome de l'équipe, c'est Barco, qui était quand même à la base, on parle de joueurs qui ne jouent pas forcément à leur poste, mais à la base, il est quand même arrière gauche. Il a été remis dans l'axe un peu à la Verratti à Strasbourg, et depuis qu'il joue là, alors attention, parce que Barco, c'est un joueur un peu particulier, parce que si on aime le football, le joueur est incroyable. Si on parle humainement, vaut mieux l'avoir de son équipe que contre, Mm. parce que c'est une teigne, et il peut être très vite insupportable, un peu comme Tolisso, même un peu, c'est un peu le même genre de caractère. Bon, après, c'est argentin, c'était différent. Mais pour moi, Barco, voilà, il a manqué énormément dans ce match. Il est rentré en fin de match parce que je pense que l'entraîneur de Strasbourg voyait peut-être une victoire ou au moins un but marqué un peu plus rapidement dans le match et il fait rentrer Panicelli et Barco en même temps pour essayer de finaliser le match. Je suis pas sûr que ce soit un petit peu l'objectif de les faire jouer aussitôt. En tout cas, s'il aurait pu même les laisser sur le banc, je pense qu'il l'aurait fait. Mais Barco, pour moi, un Strasbourg avec et sans Barco, c'est pas le même Strasbourg. Après, On l'a senti, hein. ouais, ouais, carrément. Après, vous voyez les milieux, c'était pas des milieux qui jouaient habituellement. El Morabé joue actuellement, mais il n'a pas ce côté où il vient chercher très bas le ballon comme Barco peut le faire. Moi, après, Strasbourg, c'est une équipe que je regarde très, très régulièrement, que j'apprécie beaucoup. Le jeu au pied de Penders derrière, pour moi, c'est le gardien qui a le meilleur jeu au pied. Alors attention, parce que des fois, il joue libéraux. Un jour, il va le payer, il va faire une boulette, etc. Ça va être très compliqué. Je pense qu'il s'est déjà arrivé cette année une fois où il a fait une boulette, mais il a un jeu au pied incroyable. Doucouré derrière, pour moi, alors qu'il n'est pas un joueur très très grand en taille, mais pour moi, c'est très très fort aussi. Et j'aime bien aussi Enciso, qui est un joueur, voilà, il nous a fait un petit peu peur sur ce match parce qu'il est capable de déclencher des frappes et de créer et de déborder, d'éliminer son adversaire assez rapidement. C'est un très très bon joueur aussi. Mais pour moi, Morera, même Doué qui fait des efforts incroyables, etc. Enfin, les 5 qui n'étaient pas là, pour moi, ont manqué cruellement à Strasbourg. Je pense que ça n'aurait pas été le même match, sans nous dénigrer loin de là, hein. Mais ça n'aurait pas été le même match. Et à Strasbourg, individuellement, c'est très très costaud. Ils ont un effectif pléthorique, contrairement à nous. Même s'ils font tourner, même s'ils ont des blessés, ils ont quand même des joueurs de qualité sur le banc. Ce que nous, on n'a malheureusement pas trop. Et de toute façon, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais les changements ultra tardifs actuellement de Christophe Pélissier sont très frustrants. Mais les solutions sur le banc sont assez minimes, où c'est des joueurs de 19, de réserve, etc. Je trouve ça dommage personnellement qu'ils ne leur donnent pas des minutes et du temps de jeu. Parce que ces joueurs-là, Rodin, Sissoko, etc., si on a des blessés, si on a des suspendus, en fin de saison, ce sera des matchs très très importants. On risque d'avoir besoin de ces joueurs-là qui ont besoin de temps de jeu. Et actuellement, ils n'en ont pas. Donc ça peut être un peu préjudiciable et j'en ai peur pour cette fin de saison. Et j'aurais aimé qu'il fasse un petit peu plus jouer. Donc contre Lorient, contre Strasbourg, c'est compliqué parce que on fait des résultats. Et je pense qu'il y a ça aussi. On préserve le match nul. Est-ce que je fais rentrer des jeunes? C'est un peu risqué. Et donc le côté un peu frileux, je peux le comprendre. Mais je trouve ça dommageable de ne pas les faire jouer. Pour venir sur ta question, sur le côté Strasbourg, individuellement, je pense que c'était beaucoup plus fort que nous. Mais sur ce match, en tout cas, ça ne s'est pas vu parce qu'on a contrebalancé ça avec l'envie et ce pressing tout le match qui nous avait vraiment fait beaucoup de bien. Ouais, justement, Mich en parle dans le chat du pressing où il dit voilà, Strasbourg repartait parfois tranquillement derrière. Tu as parlé de la qualité au pied de Penders, c'est presque parfois qui vient s'insérer dans la charnière centrale, hein. Penders, faire un cinquième défenseur à la relance. Mais ils ont fait quand même quelques erreurs. Ils ont fait quand même quelques erreurs, mais je dis on aurait dû mieux les exploiter. C'est vrai qu'on aurait pu, en tout cas, mieux les exploiter. Il y a au moins deux ou trois situations où on récupère le ballon assez haut parce qu'on travaille très bien.
et on n'arrive pas tellement à l'exploiter. Mais je me rappelle, ça a été le cas à Bollaert contre Lens, où on va aller Mm. chercher très haut, on récupère 3-4 ballons sur les 30 premières minutes, on n'arrive pas à les exploiter. Enfin, voilà, c'est assez récurrent finalement ce problème de le pressing est bien effectué, il est efficace, et une fois qu'il est devenu encore plus efficace avec la récupération, on a du mal à transformer ça vraiment en occasion, alors qu'un ballon récupéré aux 30 mètres avec une égalité numérique, normalement, ça devrait au moins se terminer sur une frappe. Sapiens, on en a déjà quand même pas mal parlé, mais si tu veux nous parler un peu des joueurs qui t'ont plu côté AGA, et si tu veux d'ailleurs faire une petite parenthèse strasbourgeoise. Bah ouais, Strasbourg du coup, Ntizo aussi. Enfin, pour le coup, c'est le joueur qui m'a un peu marqué. Où je me disais, justement, je trouve qu'il avait un peu un côté, même si je crois qu'il est paraguayen, non? Ouais, Parce que il me faisait penser un peu à un joueur argentin dans, dans la manière de jouer, donc il m'énervait un peu, donc positivement, mais voilà, je voyais qu'il pouvait passer et que ouais, ça allait vite, il y avait un peu de ballon et pour le coup, c'est le joueur que je regardais pas mal en première période qui me faisait un peu peur. Je regardais aussi pas mal le petit Yacine et pour le coup, pareil, son petit toucher de balle, j'avais peur, mais il a tout le temps été bien pris. mm, Donc voilà, parce que je me souviens de lui à l'époque à Dunkerque où il jouait déjà bien et je crois qu'il avait marqué d'ailleurs contre nous ouais, en Ligue 2. Et ouais, exactement. j'avais envie de le voir. Bon, j'espérais qu'il marque pas, mais ouais, c'était intéressant. Et après, honnêtement, quand les trois fantastiques sont rentrés en seconde période, j'avoue que ça fait un peu comme quand le PSG fait ses changements. Je me suis dit, oula, voilà, ça va être dur. Et je te rejoins quand j'ai vu ça. Tu parlais des changements tardifs de Pélissier. Quand j'ai vu que ça commençait à vraiment devenir dur et que tout le monde tirait la langue, j'étais là, mais purée, mais au moins à la mid-6, s'il te plaît, fais quelque chose sur le côté parce que on voyait qu'on pouvait plus déborder et au milieu, c'était pareil. Donc heureusement, on a tenu et les changements ont été faits, mais j'avoue que j'aurais bien aimé que ça soit 10 minutes plus tôt, quoi, parce que j'étais pas bien. Et je crois qu'il y a au moment où en plus il doit faire les changements, il y a un corner, donc c'est encore retardé le moment où ils sont rentrés. Mais on a vu la différence. Pour le coup, même si on est limité sur le banc, comme tu as pu le dire, Guillaume, les changements ont été bénéfiques et les entrants ont fait le taf et ils ont répondu présent. Hamada et Laminsi, quoi. Enfin, Laminsi, moi je l'adore ce joueur. Et franchement, là, il a été tranchant et c'est lui qui a amené le danger à chaque fois sur le côté. Là, c'était top. Et donc, pour revenir donc, sur les individualités, parce que c'est ça comme ta question d'origine, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dit à un moment déjà, mais Elisha Owusu. Je trouve que c'est l'un de ses meilleurs matchs. Où pour le coup il s'impose en débauche d'énergie en tant que patron. On sait que techniquement il va être un peu en dessous de certains, mais sur le plan mental et sur le plan débauche d'énergie, j'ai trouvé que là, il était présent, alors que sur d'autres matchs, il avait moins été. Justement, on sentait qu'il n'avait pas la balle. Le gars, il le lâchait pas, il était dessus à fond jusqu'au bout, quoi. Et pour le coup, ça, même si tu fais une erreur, c'est quelque chose que tu transmets à tous tes coéquipiers. Vous avez vu, je lâche rien, les gars. Faites pareil, quoi. Et sinon, évidemment, on n'en a pas parlé, mais Donovan Léon fait un bon match, hein, on peut le remercier parce que pour le coup, il y a des arrêts décisifs, notamment l'arrêt où il aurait dû, enfin, où l'arbitre a sifflé Ouais. penalty. La deuxième est presque parce qu'il se foire un peu sur sa sortie, mais par contre, l'arrêt est très très bien et très beau sur la Ouais, deuxième frappe. tout à fait, mais on n'a pas parlé de ce fameux penalty, mais je le garderai peut-être pour mes coups de gueule, s'il y a un coup de gueule à la fin. Mais, mais du coup, oui, Léon, très bien. Et comment, en termes de défense aussi, je trouve que Oko, Diomandé, ça fonctionne bien, et notamment dans le domaine aérien. Souvent, sur les coups de pied arrêtés, on avait tendance à un peu trembler quand on avait des corners. Et je pense Diomandé encore plus que Oko, pour le coup, quand il a chopé un nombre de ballons de la tête qui était assez incroyable. Et même, justement, vous parlez des transitions, mais je trouve que c'était souvent où, quand il y avait parce qu'on balançait quasiment tout le temps devant, mais souvent on chopait de la tête, hein. Franchement, c'était assez impressionnant. Donc, certes, il y a l'envie, mais je trouve que Sinayuko fait un super match aussi. Euh, Si, peut-être qu'individuellement, mais je pense que ça fait plusieurs matchs. Peut-être que Dani Namasso est un peu en dessous de ce qui nous a habitués sur les matchs d'avant. Je sais pas si du coup c'est pour le coup psychologique ou physique,
mais je trouve qu'il pourrait nous apporter plus. Avant, il était plus tranchant. On avait l'impression qu'on pouvait jamais lui prendre la balle. Et même si, bah, du coup, c'est lui qui fait la frappe, techniquement, c'est toujours OK. Mais je trouve que pour le coup, d'un point de vue débauche d'énergie, bah, il était peut-être en dessous du reste du collectif, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, mais même techniquement, hein, je trouve qu'il a été un poil en dessous. On sait à quel point il peut être à l'aise dans les petits espaces de haut jeu, etc. Et ça fait quelques matchs quand même qu'il est un Un poil peu en en dessous. retrait. Et voir même si Naoko prend un peu ce rôle, on l'a dit, Guillaume l'a dit, dos au but, etc. Enfin, différemment, mais oui, c'est Ce vrai que je qui suis fait que d'accord avec Sinayoko toi. fait encore plus tout qu'avant. Parce que avant, il y avait Namaso qui compensait et qui faisait des choses. Mais là, je trouve que c'est un peu dur physiquement, quoi. Donc Mm. on verra ce que ça va donner au prochain match. Mais c'est vrai que d'un point de vue individualité, je trouve que voilà, nos deux défenseurs centraux, on commence enfin, à avoir des certitudes. Je trouve que c'est pas mal. Senaya, j'ai bien aimé défensivement. Par contre, je trouve que Laminsi est au-dessus. Quand faut Oui. déborder, centrer, enfin, tu sens la différence. Donc, je pense que c'était aussi pour ça et que Pellissier l'a mis parce que défensivement, pour le coup, peut-être que c'est un peu mieux que Laminsi. Mais malgré tout, sur le côté offensif, voilà. Donc, sûrement que ça fonctionnera comme ça, qu'il y aura une bascule à chaque fois entre deux et entre l'adversaire. Mais voilà, je j'ai pas eu un flop total sur un joueur, à part peut-être ouais, Dani Namasso et Kevin Danois aussi un peu en dessous. Mais j'ai l'impression que Danois, c'est le moment où il y a deux milieux, où il est un peu moins bon. Peut-être parce qu'il peut être moins offensif. Mais voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire sinon sur mes tops sur ce match. Ouais, non, je te rejoins à peu près partout, Sapiens. Pour faire un petit bref passage strasbourgeois, je suis d'accord avec vous hein, sur Enciso, qualité technique, et même on sentait quand même sur la ligne d'attaque Godot, Enciso, Yacine et puis Datro Fofana, je crois que c'était sa première titu, lui qui aurait dû être Oui, qui aurait pu de ouais, être l'autre chez nous. dû être de l'autre côté, mais bon, bref. Histoire de multipropriété. Non, Enciso, honnêtement, au-dessus techniquement, il n'y a rien à dire. Par contre, je trouve dans l'attitude, et on en parlait justement au début de l'émission, de l'aspect groupe, où on avait senti Auxerre vraiment à tous faire les choses en même temps, etc. Enciso veut prendre une place, et d'autant plus là que ça avait tourné autour. Il n'y avait pas Barco, techniquement, etc. Il voulait prendre une telle place avec le ballon Mm. c'est-à-dire qu'il se déplaçait partout sur le terrain, il allait se coller au porteur et il réclamait le ballon tant qu'il l'avait pas dans les pieds, quoi. Et parfois, Ouais. je pense que ça peut être un peu préjudiciable. Ça a pu être un peu préjudiciable à Strasbourg, même si effectivement, techniquement, il n'y a rien à dire, il est au-dessus du lot. Ça a été le cas déjà à Brighton. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui a quand même une belle petite cote et honnêtement, c'est une aubaine pour Strasbourg de l'avoir dans son entrejeu quand tu rajoutes à ça Barco devant Panicelli. Datrofana, ça a été un peu compliqué quand même. Mais bon, on sent un joueur qui manque de rythme, je le trouve un peu lourd encore sur ses appuis, etc. Je sais pas trop dans quelle forme Oui, puis je physique. trouve qu'il y a un moment où justement il a une occasion, je crois, où il est presque enfin, devant le but, où le centre est magnifique et il tergiverse un peu au lieu de faire la tête, il fait un espèce de Ouais. contrôle, Ouais. alors que normalement le centre est magnifique, il met tête et c'est but, hein. Donc ouais, je pense que effectivement il est pas très très en forme. Bon, Il on peut, l'a pas chez nous, donc on va le laisser à Strasbourg, mais ça nous aurait fait quand même un autre choix d'attaquant, quoi. il peut marquer en début de match. Et il y a un Oui, retour de incroyable de Senaya, ouais. Senaya, Sanaya, ouais. un tac. Et après, d'ailleurs, il est très mal placé. Je pense que le Strasbourgeois peut marquer. Et du coup, il y a hors-jeu parce que bah, c'est Fofana du coup, qui est hors-jeu. Et là, je pense qu'on peut prendre un but. C'est la deuxième minute. Le début de match, généralement, on peut se faire peur sur le début de match. Je me souviens du match contre le PSG où tu disais Sapiens, Barcola, il peut marquer dès la première minute de jeu, dès la deuxième minute de jeu. Et là, pareil, je crois que c'est la deuxième minute de jeu où Fofana part. Et Senaya fait un retour très, très costaud en taclant. Ouais, ouais, complètement. Ça fait vraiment du bien. Mais ouais, je suis d'accord. Je l'ai trouvé un petit peu discret. Moi, j'étais pas, quand j'ai vu les rumeurs arriver, j'étais pas comme un fou. Bah, bien sûr, numériquement, on n'aurait pas craché sur un offensif, bien sûr. Mais j'étais pas comme un fou. C'était pas la rumeur offensive qui me plaisait le plus. Un Mike Trésor m'aurait plus davantage, même si c'est pas le même rôle. Mais je l'ai trouvé un peu discret sur ce match. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, relativement discret. Après, il va peut-être prendre aussi du temps de jeu. Après, on rappelle qu'il est à Strasbourg parce que Emega est blessé jusque, je crois que c'était mi-mars, hein.
Donc après, ça va être compliqué pour lui de prendre Ouais, plus de avec temps de jeu. Kelly et Mega, À voir le parcours qu'ils font en coupe, parce qu'on rappelle qu'ils sont encore en demi de coupe, Strasbourg. Il leur reste le championnat à jouer, la Coupe d'Europe en plus, Ouais, la Coupe d'Europe, ouais, c'est vrai. donc ils sont encore sur trois tableaux, ils devraient prendre quand même un peu de temps de jeu. Pour passer sur le côté Auxerrois, bon, on a parlé à juste titre des bons matchs de Casimir, Hopgard et Slayoko devant, un peu moins bien pour Namasso. Juste Owusu, alors euh, dans l'envie, l'implication, etc., il n'y a rien à dire. Par contre, honnêtement, j'ai pas la stat devant moi de taux de passes réussies, mais Ouais, je suis c'était d'accord. c'était moi, criant là. Là, c'était j'ai calculé vraiment. parce que Sapien, je suis d'accord avec toi dans l'engagement et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Je pense que physiquement, il va mieux, mais dans l'engagement, ses matchs, son match m'a fait penser à la saison dernière où vraiment, comme tu l'as dit, il harcelait le porteur, comme tu l'as dit, il pouvait aller le suivre jusqu'au vestiaire et ça, c'était incroyable. Par contre, du coup, je me suis un petit peu amusé en regardant une deuxième fois le match quand Elliot m'a convié à l'émission. Il perd 10 ballons. Ah ouais, ouais. Souvent, il essaye de faire une touche de balle. J'ai déjà dit lors d'une précédente émission, mais son jeu en une touche de balle. Elisha, tu es notre capitaine, je te respecte, mais tu n'as pas le niveau technique pour jouer à une touche de balle. Donc, s'il te plaît, contrôle ton ballon, fais ta passe propre. Tu l'as dit tout à l'heure, Elliot, à un moment donné, on récupère très haut le ballon. Il a une très bonne passe à faire à Namasso sur le côté. C'est vraiment une occasion en or pour nous. Il la met trop fort. Je crois que c'est le gardien où elle part en 6 mètres. Son jeu, ballon au pied. Alors pareil, attention, on parle peut-être aussi de lucidité. Il fait beaucoup d'efforts, il est dans l'agression et dans le pressing. Est-ce qu'il a cette lucidité nécessaire en sachant qu'il est un petit peu moins bien Bah oui. techniquement? Du coup, bah forcément, voilà, le ballon. Mais joue pas en une touche, s'il te plaît. C'est compliqué pour toi de jouer en une touche. Vas-y, joue propre, pose ton ballon. Ça fait du bien à toute l'équipe. Et voilà, essaye pas de jouer trop vite à la Neymar, tu seras pas capable de le faire. Donc j'aimerais vraiment, et c'est dommage parce qu'il fait, je trouve, un très bon match. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Mm. comme ça, on l'a dit. Mais par contre, ça contrebalance tellement avec ses pertes de balles. 10 balles perdues sur un match, c'est énorme. Ouais, ouais. Surtout pour un milieu de terrain, sachant qu'on joue avec deux milieux de terrain, il ne doit pas faire ces 10. Tu peux en perdre 2, 3 dans le match. Voilà, c'est humain. 10, pour moi, c'est énorme. Et c'est dommage parce que ça contrebalance vachement avec son match qui était dans l'impact très Mm. très bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et pourtant, dans l'intensité, je parlerai après de Mensa, mais dans l'intensité, c'était vraiment assez extraordinaire. Une action en tête où c'est Abdul Ouattara, je crois, qui prend le ballon, qui commence à se mettre dans un slalom et tout, et qui s'excentre pour éviter Owusu, mais il le suit tout le temps. Ouais, Il le c'est suit ça. jusqu'à la ligne de touche, quoi. Oui, Complètement. je l'ai en tête cette image. Je sais pas, c'était ça dont je parlais tout à l'heure où justement je le voyais arriver. Je me disais, mais il va jamais le Ouais, lâcher, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et Et il le lâche c'était. jamais, quoi. Pourtant, il y a au moins deux ou trois joueurs au Serrois qui peuvent prendre le relais, mais il lâche pas. Et il y va de son petit coup d'épaule sur chaque touche de balle et tout. Enfin, vraiment impressionnant. Et ça me fait penser justement à Mensa. On a parlé à juste titre du mauvais match de Gessim Yassine, entre guillemets, qui avait été étincelant contre Reims la semaine dernière en Coupe de France. Mais c'est aussi parce que Mensa l'a pas lâché d'une semelle. Mm. En fait, il le laissait pas commencer à rentrer dans ses dribbles. On sait à quel point il a un centre de gravité bas, les touches de balle, c'est répétitif, ça va très très vite, etc. Il change de direction rapidement. Et là, Mensa ne l'a pas laissé. Dès qu'il contrôlait, Mensa mettait le pied direct pour mettre de l'impact. Ouais, complètement. En plus, on sait que physiquement, Guessam Yacine, c'est pas le joueur le plus. Il compense avec toute sa palette technique, mais physiquement, il a un peu de mal. Donc, Mensa qui a su élever son niveau de jeu technique, physique, pardon, le mettre un petit coup d'épaule de temps en temps. Donc, ça c'était à souligner. La charnière qui va de mieux en mieux, je trouve qu'ils sont vraiment complémentaires. Brian Oko apporte toute la sérénité à la relance. Il a loupé une ou deux passes mais c'est des passes qui sont très compliquées. Il tente des passes très compliquées, Brian Oko. Alors il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins. Mais du coup, Diomandé, qui est un peu moins propre techniquement, j'ai envie de dire, lui laisse cette responsabilité-là. Mais c'est très bien. Ils se complètent. Tu sens qu'ils arrivent à se comprendre. Ils sont alors à Rennes, contre Rennes, il y avait eu cette erreur là sur le but de Le Paul où Diomandé lâche complètement. Enfin, voilà, il y a eu quelques erreurs évidemment, le temps qu'il y ait des automatismes qui se créent. Mais encore une fois, on parlait d'automatisme. Là, j'ai vraiment l'impression que à eux deux, ça commence à faire une charnière vraiment cohérente. Et puis Senaya, bah, il y a ce retour. Il y a ce retour, c'est un match Senaya. Voilà, il fait le taf. Juste la petite interrogation que j'ai, c'est avec ce rôle ultra défensif quand même pour Casimir, qui vient sans ballon, il était piston, hein, Casimir, Mm. concrètement. On était à 5 derrière avec Senaya qui revenait un peu dans l'axe. J'essaierai presque la Vinci pour, euh, pour apporter un peu plus devant. On a vu parfois Hopgard
prendre le poste de latéral et laisser Mensah monter. De l'autre côté, ça permettrait de le faire aussi avec Casimir qui prendrait un peu le rôle défensif sur quelques séquences en fonction de l'animation. On sait que la Mincy, par exemple, on le voit quand il est sur le terrain, c'est toujours le joueur qui reste devant sur les corners parce qu'on sait à quel point il court vite, on sait à quel point il est rapide pour Puis prendre lui, la c'est pareil, il profondeur. est infatigable. T'as Ouais, l'impression c'est qu'il ça. va jamais La s'arrêter. 1006, c'est Ouais, extraordinaire. Là, il joue un quart d'heure contre Strasbourg. Donc, t'as pas cet aspect infatigable, même s'il fait énormément d'efforts. Mais quand il joue 90 minutes, il fait les Mm. mêmes efforts que quand il rentre un quart d'heure. Donc, c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, à Amada, que j'ai bien aimé, je me suis un peu posé la question de savoir comment ça allait s'animer à son entrée. Finalement, il a pris le côté droit, hein. C'était relativement poste pour poste avec Casimir. C'est pas habituel, mais techniquement propre. J'ai le souvenir d'une action où il prend le ballon côté droit et il perce au milieu de terrain et il arrive à amener le danger côté gauche, la supériorité numérique. Honnêtement, c'était très cohérent son entrée. Voilà, il est c'est voilà. puissant. Et Amada d'ailleurs bosse pas mal aussi. Je dis qu'il bosse tous les frappes, mais aux entraînements ce soir, il a travaillé ça aussi. Et pour le coup, c'était bien. Ok. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que c'était mieux que certains attaquants, mais c'était bien. Je donne pas de nom, mais c'était bien Faut en pas tout le dire. cas. Mais Amada, il a ce côté box-to-box qu'on n'a pas au milieu de terrain. Il est capable de faire des différences physiques avec sa puissance. Et ça, on l'a pas. Dano n'est pas capable de le faire. Ozu n'est pas capable de le faire. Et cette rentrée, franchement, a été très très bonne. Et ouais, j'ai très bien l'action dont tu parlais, Elliot, où il part côté droit et il finit côté gauche. Et c'est juste de la puissance. Et ballon au pied, c'est très très beau. On parle quand même d'un joueur qui a très très peu joué, donc il a besoin vraiment de temps de jeu et de se remettre physiquement. Mais là, son entrée, enfin les deux rentrées si Amada, ça a été très très bon quoi. Ouais, je Et suis complètement on d'accord. sent aussi la différence avec ses premiers matchs où justement, Ouais. je trouvais que c'était pas mal techniquement, mais moi j'avais les premiers reproches que j'avais, c'était qu'il faisait que des relances derrière. Parce que du Ouais. coup, je pense qu'il était pas assez sûr de lui, ballon pied, il avait pas assez de confiance. Il Et se je pense rassurer. aussi qu'il y a le travail du staff. Et juste pour revenir sur Owusu, évidemment, je l'avais noté aussi, j'avais mon neveu qui était à côté de moi, il me disait, mais il rate toutes les pages. J'ai dit, ouais, non, ben oui, c'est vrai que. Et comment. Mais dans tous les cas, ce qui peut être rassurant, c'est que je pense que si nous, on l'a vu, le staff l'a vu aussi, hein, donc je pense qu'il y aura le même échange avec lui, hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le revoir avec cette même Ah oui. débauche d'énergie. Et si en plus il y a des passes qui vont avec, ça sera parfait. Mais en Je le plus, mets un peu, excuse-moi, Elliot. vas-y, Guillaume. Non, non, vas-y, Guillaume. Je le mets un peu dans la même team que Diomandé en fait. C'est Mm. des joueurs qui vont aller au charbon, qui vont se donner, qui font un travail vraiment défensif pour l'équipe hyper intéressant. Mais par contre, ballon au pied, on le sait très bien en tant que supporter qu'ils vont perdre des ballons parce qu'ils n'ont pas ce côté technique. Et s'ils l'avaient, je pense qu'ils ne joueraient pas à la JOCR. Donc, il faut être aussi honnête. Mais ce côté technique, forcément, il va y avoir des ballons gâchés, du gâchis, etc., des pertes de balles, des fois dangereuses. Du moment des fois, il perd des ballons, c'est un peu dangereux, etc. Mais dans l'abnégation et dans justement, je montre l'exemple par rapport à mes coéquipiers, franchement, ils sont irréprochables. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On a juste une petite question pour toi, Sapiens. Je finis juste mon propos sur Owusu. C'est que en plus, et tu l'as dit, Guillaume, ce que Elisha s'impose, c'est un jeu très rapide en une touche. Alors que, Mm. à l'image d'un Dioussé, par exemple, Dioussé va prendre beaucoup plus le temps avec le ballon, mais perdre beaucoup Et, moins de ballons. Là, et franchement, du coup, Hassan, à chaque fois, je lui ai déjà dit en direct, à chaque fois qu'il fait une passe ou qu'il tire, c'est hyper propre. mais oui. Franchement, je lui ai dit, je trouve que tu t'es amélioré là-dessus. Et même les peu de fois où il a frappé, il a cadré. Enfin, Hmm. il prend plus son temps, mais à chaque fois, c'est très très propre. Et Ouais. même d'ailleurs aux entraînements, quand il fait des centres, etc., ça se passe relativement bien. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a plus souvent Elisha sur le terrain qu'Hassan. Et oui. Mm. Et oui, évidemment. Juste la petite question, Sapiens, ça vient de notre cher Mich. T'as parlé de Mm. Fèvre en début d'émission, du coup, on lui a répondu dans le chat qu'il était bien là à l'entraînement, etc. Oussama El Azouzi, est-ce qu'il y a des news? Oussama El Azouzi n'était pas à l'entraînement quand je suis arrivé. Donc je suis arrivé un peu en fin d'entraînement, mais je ne l'ai pas vu en individuel et je ne l'ai pas vu dans le groupe. Ok, très bien. Bon bah voilà, pas de news, ce que Choubak disait dans le chat. Ok, et bah très bien. Mais si on va pouvoir passer à l'habituel top flop, c'est un plaisir cette émission. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir discuter un peu plus enfin, un- en, en exclusivité, on va dire, de notre équipe, même si on a parlé des Strasbourgeois. D'ailleurs, ça me permet de tempérer pour que vous puissiez réfléchir à votre top flop. Mais on n'a pas parlé côté Strasbourgeois. Moi, un joueur qui cherchera, à mon avis, à bouger la saison prochaine côté Strasbourg parce que pas assez de temps de jeu, parce qu'il est vraiment assez loin dans la hiérarchie, c'est Nanassi.
Il manquera pas de prétendants. Mais s'il y a un petit prêt à aller négocier, un petit prêt sec, un truc comme ça pour avoir un joueur de ballon, Nanasi, là, il rentre avec Barco Panicelli, mais il joue moins cette saison parce que t'as Enciso, parce que sur les côtés, t'as Yacine, Samuel Meyo, Godot, enfin, t'as tout un panel de joueurs et de joueurs bons techniquement. Nanasi, honnêtement, c'est très très propre, hein. Il a failli marquer là. Ah ouais, Samedi. c'était. C'est Léon, je crois, qui la sort, mais le 1-2 avec Barco est très très rapide. Techniquement, honnêtement, c'est une aubaine ce joueur, hein. Franchement, c'est. C'est vrai. Mais bon, Nanasi, Namasso, bah, ça serait compliqué pour nous. Ouais, et s'il y a que ça, on va s'en sortir. S'il y a que ça. Depuis longtemps qu'on le garde. Parce qu'il y a Thibaut. Si aussi, donc ça va être. Nanasi, Nassi, non, c'est pas possible. On ouais, dérive complètement là. c'est beaucoup. Hein. Mais si, Namasso, je sais pas s'il y en a un de vous qui a son top flop en tête. Si c'est le cas, je vous laisse y aller. vas-y, Sapiens. Bah moi, mon top, ça va être un peu en dehors du jeu et du match. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu quand vous êtes entré dans le stade, parce que c'est sur l'entrée principale, mais du coup, il y avait une sensibilisation, c'est pas facile à dire, contre les violences sexistes dans le stade concernant les femmes. Du coup, j'ai mis le petit badge Her Game 2 que m'a donné Nathalie. Et bah, c'est vrai qu'on est l'un des clubs où il y a le plus de supportrices féminines. Et donc, j'ai trouvé ça très bien parce que même si bah, peut-être que pour nous, c'est évident, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mm. Et du coup, je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, bah, si justement il y a un problème de ce style, bah, faut pas hésiter à le signaler. Il y a un Tout petit à fait. QR code et tout. Et donc voilà, parce que on est un club familial et il y a des femmes, des enfants, et tout le monde a le droit d'avoir son avis et de participer du coup aux commentaires possibles dans le match. Et d'ailleurs, petite dédicace à Madame Sapiens, mais c'est très souvent que c'est elle qui voit plus leur jeu que moi. Donc voilà, tout le monde peut donner son avis. L'égalité, c'est partout. Et voilà, donc je voulais mettre ça en avant et je trouve que c'est bien de le faire. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres animations de ce style pour sensibiliser le public. Tout à fait. Et j'adore ton top, Sapiens. Franchement, c'est peut-être le meilleur top depuis des émissions. Non, non, honnêtement, franchement, ça doit être une fierté de pouvoir avoir des femmes dans des stades de foot, donner leur avis, discuter sur des plateaux télé, etc. Des femmes journalistes et sortir vu qu'on est en 2026 et qu'on est dans un pays, une société civilisée, on doit pouvoir en profiter et qu'il n'y ait pas de différence faite dans le football entre les hommes et les femmes. Donc, merci Sapiens pour ce top très bien placé. Bah, j'en ai profité comme juste c'était l'occasion et qu'en plus bah, j'ai reconnu Nathalie donc qui était avant à la radio quand c'était France Bleu Auxerre et qui était avec Nicolas Fillon d'ailleurs. Et donc elle m'a donné le petit badge, donc j'étais quand même obligé d'en parler. Donc elle ne m'a pas forcé, hein. Je fais ça bénévolement. Et non, mais je pense que c'est vraiment important, sérieusement, de le mettre en avant. Et en flop, j'ai même pas réfléchi à un flop. Je sais pas s'il y a eu de flop pour ce match. Je vais pas en mettre. Tu parlais du Ah, penalty à un oh moment. purée, j'allais oublier, j'allais pas en mettre. L'arbitre. Un flop, l'arbitrage évidemment. Franchement, je pense que j'ai vu Pélissier énervé, mais pour le coup, Sinayoko, donc la VAR n'appelle pas, mais pour moi il est accroché. Hein. Et après, pour la décision de dire il y a un penalty parce que bon, les deux s'accrochent, hein. Bon, passons. Mais c'est surtout le temps d'arrêt de jeu pour dire que finalement il y a hors-jeu. Je comprends pas et je comprends même pas pourquoi du coup il l'appelle pour vérifier, étant donné qu'il y a hors-jeu. Enfin, et ça a duré 7 minutes, je crois, d'arrêt de jeu. Et à la fin, il y a les changements, etc. Et on n'a que 4 minutes d'arrêt de jeu. Donc tant mieux parce qu'on n'était pas forcément dans un temps fort. Mais je trouve qu'il n'y a eu aucune cohérence. Enfin, c'est bien le reproche qu'on fait à chaque fois. Mais pour le coup, là, c'est compliqué quand même, hein. Franchement, enfin, je comprends pas comment c'est possible de faire ça. Enfin, il y aurait eu pénalty de sifflet, on aurait crié au scandale dans tous les cas. Hein. Mais là, en plus, la décision finale, c'est pas non, je me suis trompé, finalement, c'est trop léger. C'est il y a hors-jeu. Mais du coup, s'il y a hors-jeu, pourquoi pas dire hors-jeu dès le départ et pourquoi est-ce qu'on le fait venir?
Enfin, moi, j'ai Je pas pense compris qu'il à voit ça. après. Je pense qu'il voit après. S'il y a appel à la VAR, c'est par rapport à sa décision, parce qu'en plus, il sort très rapidement un carton jaune. Mais Et pourquoi est-ce qu'il le vérifie pas, du coup, en fait, je s'il y a pense des qu'ils jeux? ont pas. Peut-être, je sais pas, peut-être que ça n'a pas fonctionné, ou ça a été très long à mettre en place, j'en sais rien. Mais en tout cas, il peut pas être appelé pour l'hors-jeu, parce que c'est pas lui, c'est Bah pas oui, lui qui va aller C'est voir à la c'est- VAR s'il y a hors-jeu ou pas. C'est juste pour la faute. Et après, peut-être que dans l'oreillette, on lui a dit, bah non, finalement, Coco, il y a hors-jeu en fait. Et je crois que ça l'a bien arrangé, parce que 5 minutes, ouais, c'était un petit peu long en fait, hein. Après, moi, je sais pas c'est ce que j'ai lu aujourd'hui, je sais pas, mais parce que moi, ce que j'ai compris à la télé, c'est que le check VAR portait pas effectivement sur la faute. La faute a été checkée, validée par la VAR, mais bien sur le hors-jeu. Et la raison pour laquelle on a appelé l'arbitre, c'était qu'en fait, il a été appelé, il savait qu'il y avait hors-jeu, c'était de voir si le joueur hors-jeu faisait action de jeu sur l'occasion. Ah, J'ai lu d'accord. ça. Après, je sais pas exactement, Non, mais parce que si, bah, pour le coup, ça aurait plus de sens. parce que effectivement, Ça les aurait plus de commentateurs sens. disaient le check VAR. Alors, je sais pas comment les commentateurs ont des infos supplémentaires des nôtres, je sais pas. Mais ils disaient le check VAR faute a été vérifié, il y a bien faute. Donc, Mais c'était par sûr qu'il y contre, avait penalty. mais en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est que s'il n'y a pas hors-jeu, il y a péno. La faute est suffisante pour siffler péno. Mm. Moi, c'est ça qui me Ah chagrine. bah oui, non, mais c'est surtout Ouais. que, bah du coup, en fait, j'ai envie de dire, si on compare, Sinayoko, pour moi, c'est beaucoup plus prononcé, et lui, pour le coup, n'accroche pas le maillot. Hmm. Oui, il y a les Sauf mains dans que, le dos. sauf que là, l'arbitre sur le terrain ne siffle pas. Donc du coup, la VAR est censée avoir vérifié, mais il le rappelle pas quand même. Non. Alors que si il avait sifflé, bah, il y aurait eu le même système, ils auraient dit effectivement, tu as raison, etc. Mais là, enfin, en voyant ce qui se passe, je comprends pas comment ça se fait qu'il siffle. D'ailleurs, personne ne comprend ce qu'il siffle. Mais oui, Non. Même les les joueurs ne gens, sont pas là. les joueurs pensent qu'ils Il- sifflent faute sur Diomandé au départ, quand il y a coup de sifflet de l'arbitre. C'est-à-dire que les Strasbourgeois commencent à venir râler auprès de l'arbitre parce qu'ils pensent qu'il y a faute sur Diomandé, parce que c'est Diomandé qui se retrouve au sol sur l'action, parce que les deux s'accrochent, Diomandé finit par être emporté. Enfin, et du coup, les joueurs pensent, en tout cas à la télé, moi c'est ce que j'ai l'impression, que les joueurs limite viennent réclamer un jaune pour le Strasbourgeois parce que il a tiré le maillot, etc. Enfin, c'est. parce que j'ai regardé aussi à nouveau en rentrant, ce que je comprends pas, c'est qu'ils disent que le jaune était pour Diomandé. Alors Ouais, que mais ils c'est sont pour trompés, je Senaya. pense. Ils se sont Ouais, c'est trompés, pour c'est trompés, Senaya ouais. qui. Oui, oui, c'est Senaya qui est sur Uniquement ça. l'occasion. Ah oui, c'est pour ça que je. Bon, ok. Non, mais enfin, du coup, j'ai trouvé ça enfin, clownesque, que je comprends même pas pourquoi il a sifflé, pourquoi il y a autant d'arrêts de jeu. Surtout qu'en plus, enfin, même si l'arrêt est magnifique, je trouve qu'on était plutôt bien dans le jeu et que juste après, enfin, ça a été à notre décharge, même si ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir penalty et voilà, parce que globalement, s'il n'y a pas hors-jeu, il y a penalty, quoi. Oui, oui, oui. Je pense, je sais pas, c'est un peu flou cette situation. Je sais pas si on aura des explications plus claires avec la commission d'arbitrage. En tout cas, ce qui était certain, Pro, c'est mais- qu'apparemment les deux entraîneurs ont trouvé que l'arbitrage n'était pas du tout au niveau. Mm. Et en général, quand Christophe Pellissier le dit, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, parce Hmm. que pour le coup, voilà. Oui, il est Bon, assez bah discret effectivement, là-dessus. j'avais un flop, j'avais oublié, Elliot. J'étais sur du positif. Et puis voilà. Non, non, gardons le positif évidemment sur ce match-là. Il Alors y a eu Game 2, hein, Game 2, on n'oublie beaucoup pas. de, beaucoup de positifs. Guillaume, ton top flop sur ce match? Flop, je vais pas trop en avoir, je vais finir par le positif. Je vais pas trop en avoir non plus. J'avais quand même noté les pertes de balles de Ouzou, on en a parlé. Pour moi, elles sont trop importantes pour son rôle, malgré le match qu'il fait. Je trouve ça dommageable. En top, j'étais pas au stade, mais de la télé, l'ambiance était assez folle. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance et le bruit. D'ailleurs, les commentateurs l'ont dit, ils avaient du mal à s'entendre à l'oreillette tellement qu'il y avait du bruit. Et du coup, c'était vraiment l'ambiance qu'on a eue toute la saison dernière, etc. Bon, il n'y a rien à dire sur les supporters. Et je pense qu'on est le seul club actuellement au fond du classement à avoir un tel soutien du public pour regarder les autres matchs. Metz, il n'y a plus personne qui chante. Nantes, ils sont sifflés tout le match. Nice, ils partent à la 70e minute. Nous, tout le match, on encourage de la première à la dernière. Et je mets aussi le COP strasbourgeois qui fêtait leurs 35 ans là, au Ouais. niveau des ultras et qui était aussi, en tout cas de la télé, assez impressionnant avec des drapeaux, etc., tout le match, les fumigènes, etc. Et j'ai vraiment noté aussi, et j'en profite, l'état d'esprit des joueurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une équipe adverse qui ne simulait pas, qui n'essayait pas d'avoir des coups francs sans cesse en faisant 3 roulades.
À chaque fois qu'il y avait une faute, les Strasbourgeois ou les Auxerrois venaient relever le mec qui était tombé, venaient s'excuser si lui avait fait mal, etc. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu ça sur un terrain et ça fait plaisir à voir. C'est peut-être un détail, ça va pas nous rapporter de points, mais je suis j'étais vraiment surpris de voir ça et c'était vraiment beau à voir. Donc ça en vient peut-être aussi avec Sapiens, avec la journée qui était dédiée aux femmes. C'est dommage qu'il n'y ait qu'une journée qui soit dédiée, mais ces journées-là sont importantes. Il y avait aussi un flocage particulier pour Alors, cette journée. Game 2, c'est toute l'année. Il y avait la journée effectivement des droits des femmes, mais Game 2, par contre, c'est toute l'année, c'est affiché, et il y a un QR code où tu peux signaler justement dès que tu vois ça. Donc, Ça, c'est c'est pas top. Du juste coup, pour ce jour-là. ok. Mais du coup, bah, ça tombait bien parce que c'était aussi cette journée qui était dédiée aux femmes, etc. Et par rapport au maillot et tout. Et bah, du coup, l'état d'esprit autre bah, des joueurs, du public, j'ai vraiment trouvé ça. C'était un beau match en fait à voir. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bonnes relations entre clubs. On connaît Malherbe Keller, Senaya qui était arrivé, Sékou Mara en prêt, etc. On sent, après les joueurs, ça, ils sont pas vraiment affectés par les relations plus hautes, on va dire. Mais quand même, on sentait un bon état d'esprit. J'ai vu Senaya, alors c'est un groupe qu'il connaît, mais il connaît pas personnellement tous les joueurs, hein, quand même. Ça fait, enfin, je dirais, il connaît pas tous les joueurs de Strasbourg. À chaque fois Dernière. qu'il y avait un petit contact avec Senaya, les deux se tapaient dans la main, etc. Enfin, les deux joueurs concernés, Senaya et l'autre joueur. Enfin, franchement, il y avait vraiment bon esprit. On a vu après dans les vestiaires Sekoumara aller dans le vestiaire de Strasbourg, évidemment, voir tous ses potes, etc. Donc, ouais, voilà, À la, Comment? à la mi-temps aussi. Ah, j'ai pas vu Bon, ça. ouais, ça c'est un peu plus à part si on l'a envoyé pour prendre des infos, mais mais ça, bah, je pense qu'en tant que professionnel, tu vas à la fin du match, c'est normal, etc. Peut-être qu'il est parti se présenter au nouveau coach, j'en sais rien. Mais à la mi-temps, non, vas-y, reste avec ton équipe actuelle Ouais, et va à la fin du match si t'as envie. Mais à la mi-temps, c'était un peu limite. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, pour finir cette belle et longue émission, j'aurais pas vraiment de flop sur ce match. J'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez, les gars, mais honnêtement, j'ai les compos devant moi. Je sors pas de flop. De notre côté, je suis pas assez calé Strasbourg pour sortir un flop sur ce match-là. Bah, j'aurais bien aimé voir Yacine encore plus en feu pour mon côté football et pas pour mon côté supporter. Mais voilà, évidemment, sur notre match, je sors pas de vrai flop. Top, je sors deux choses, mais qui sont enfin, qui sont complémentaires. C'est enfin un résultat accroché face à un gros à domicile. On n'avait pas réussi à le faire, je l'ai dit, contre Lens, Monaco, Paris, Marseille. Enfin bon, bref. Tous des matchs qu'on avait perdus enfin, sur la plus petite des marges, généralement un but d'écart, Paris dans les 10 dernières minutes, etc. Et presque, mais comme ça nous l'avait fait il y a deux, trois matchs avec le PFC, presque ce truc de se dire, bah, il y a 5 points, 10 jours, il reste 9 matchs, 9 matchs, 5 points. C'est faisable, c'est ambitieux peut-être un petit peu, mais avec le calendrier qui nous attend et quand on regarde celui de Nice, tu dis qu'il y a presque, il faut espérer. Il faut espérer, et si fin de saison il doit y avoir un maintien direct, honnêtement ce serait un exploit, hein, parce qu'on n'a pas quitté les trois derniers, je pense, depuis. Enfin, je sais même pas si on a été hors des trois derniers. Si ça a dû être le cas en début de saison un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc ce serait un exploit. Et puis mine de rien, sans regarder plus haut, en regardant plus bas, 2 points de plus que Nantes. Mine de rien, c'est beaucoup. La différence de but qui est à notre avantage aussi vis-à-vis de Nice, il me semble. Donc ça fait presque un point en plus. Bon, on se rassure peut-être un petit peu, mais j'ai envie d'y croire. Au moins au barrage. Je crois que le troisième de Ligue 2 actuellement, c'est Le Mans. Mais je veux pas dire de Ouais, bêtises. Ouais, ouais, ça doit être ça. Il me semble que c'est Le Mans. le Bon, Mans. faudra regarder. Pour l'instant, on regarde pas trop en Ligue 2. On va regarder encore en Ligue 1. Il reste 9 journées. 9 journées à noter. Vendredi soir, le déplacement en prime au Vélodrome. On se rappelle, ça rappelle des bons souvenirs la saison dernière. Espérons que ça puisse être pareil. Et puis après, il me semble que c'est Brest à la maison. Là, il va falloir prendre des points. Et ensuite, je crois qu'on enchaîne Brest. Brest, ils sont en forme aussi quand même, hein. C'est vrai. Ouais, c'est fort, ouais. Avec un nageur qui est retrouvé. Ah ouais, lui, ouais. Un joueur qui fait très très mal. Bon, évidemment, ça va être très compliqué vendredi, mais on l'avait dit ça aussi la semaine dernière pour le match, en prévision du match face à Strasbourg. Là, si on peut prendre un point au Vélodrome, ce serait déjà énorme, évidemment. Messieurs, à part si vous avez quelque chose à rajouter, je crois qu'on va pouvoir clôturer cette très très belle émission. C'était un plaisir de vous recevoir, émission qui fait presque 1 heure et demie, alors qu'on n'avait pas de Strasbourgeois. Mais quand on parle de la JA, on a tellement de choses à dire.
On pourrait encore rester, je pense, 2 heures à discuter de notre club. À Jork, apparemment, qui serait peut-être suspendu face à nous. Ah, Ça, ce serait à Jork suspendu, confirmation dans le chat. Ça, c'est magnifique. Franchement, c'est une très très belle chose, honnêtement. On prend évidemment. Messieurs, en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour avoir répondu présent. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'imagine qu'on sera amené à se revoir d'ici la fin de saison. Dans le chat, merci beaucoup pour votre participation. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis, pour ceux qui ont pris en cours de route, l'émission sera disponible dès demain sur les différentes plateformes. Et on se retrouve lundi prochain pour débriefer le match face à Marseille, au Vélodrome. Prenez soin de vous, passez une agréable fin de soirée et bon courage à tous pour votre semaine. Et puis, allez la GIA. allez la GIA, merci à toi Elliot. Ciao. Salut à tous, ciao ciao.